Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast existe grâce à Kellyo qui le sponsorise. Kellyo, l'éditeur qui propose tout ce dont les RH ont besoin dans une seule solution pour gérer les collaborateurs du recrutement à la paye. Pour les découvrir, kellyo.com/fr. Kellyo, K-E-L-I-O. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans mes locaux à Rennes le breton Jean-François Lossois. Jean-François, tu as été DRH pendant des années, tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Tu as vécu la transformation RH de l'intérieur avant de passer de l'autre côté, celui maintenant du conseil. Tu es connu pour ton franc-parler, ta capacité à challenger les certitudes, à secouer les habitudes RH. Et aujourd'hui, tu accompagnes des entreprises qui veulent vraiment changer, sans bullshit, avec du concret et beaucoup d'humain. Jean-François, bonjour, merci d'être là. Bonjour Florent. Merci d'être venu jusqu'à moi. Tu es prêt à partager tes convictions, à bousculer nos auditeurs, nos auditrices ? Oui, tout à fait. Bon, avant toute chose, Jean-François, ce que je te propose, c'est que tu puisses prendre le temps de te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours, ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Bref, les grands éléments de ton étape de vie. Est-ce que tu as commencé par les RH, par les RH, j'en sais rien du tout. Voilà, ton histoire. Ok. Donc bonjour Jean-François. Donc moi j'ai 59 ans aujourd'hui. Les RH c'était pas inné tout de suite. Moi j'ai une formation comptable à la base. J'ai fait un bac plus 2 gestion d'entreprise et administration. Et mon premier job c'était faire des écritures comptables. Ok. Voilà, écriture comptable et butin de paye. Donc là, il y avait déjà une amorce de ressources humaines, gestion du personnel à l'époque. Et puis au bout de 2 ans, je me suis dit, je vais pas passer ma vie à faire des écritures comptables et faire des butins de paye. Je me suis mis à la recherche d'un premier job, mais en gestion du personnel à l'époque, responsable du personnel, qu'on appelait ça. Et donc, je suis tombé dans une entreprise agroalimentaire du centre-Bretagne. Et là, c'était une création de poste. Et alors, pourquoi j'ai été choisi ? C'est vrai que je n'avais pas beaucoup d'expérience à l'époque. Parce qu'ils voulaient... C'était une entreprise familiale qui était dirigée par un grand groupe, mais avec une connotation familiale très forte. Et ils voulaient quelqu'un de l'extérieur pour avoir un œil neuf. Et ne pas avoir de tension en interne, de personnes qui... Voilà, parce que c'était comme dans une région très, très ancrée humainement, et donc il fallait quelqu'un de l'extérieur. Donc c'est là que j'ai fait mes armes. J'ai fait mes armes pendant 7-8 ans dans l'agroalimentaire, de la gestion du personnel, relations sociales, quelques bouts de transformation RH, mais même si c'était encore, à l'époque encore assez petit. Pour finir, bouquet final, au bout de 7 ans, on a subi un incendie. Ok. Un incendie qui a ravagé l'intégralité de l'usine. Et là, ça a été, une transformation RH parce qu'il a fallu construire avec le cabinet d'avocats avec lequel on travaillait. Et à l'époque, c'était les acidiques. Un accord permettant donc aux salariés permettant que les salariés puissent avoir une rémunération maintenue pendant toute la durée de la reconstruction de l'usine. Ok. Donc a fallu monter ça avec le cabinet et tout. Et donc ça a été vraiment
aussi le passage vers autre chose, dans la mesure où le temps de la reconstruction, j'ai été muté au siège sur des missions plutôt subalternes. Gestion des temps, faire des petites choses comme ça. Et donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis je suis reparti à la recherche d'un nouveau challenge. Et je suis arrivé donc chez Lise Aerospace à Saint-Brieuc, à côté, à Plérin, exactement. Là, pareil, PME, 200 salariés, création de postes. Il y avait juste la gestion du personnel. Que fait cette société ? Alors, cette société, Lise Aerospace, on est fournisseur de rang 1 pour l'aéronautique. Donc, on fait fixation et composants de structure pour l'aéronautique. D'accord. Que ce soit l'aéronautique civile et militaire. D'accord, donc plutôt avion. Plutôt avion. Ok. Avion, ouais. Pas espace, mais vraiment. Alors, quelques aéronefs, quelques pièces pour les aéronefs, mais principalement aviation. Ok. Voilà. Et donc, la création de poste, parce qu'il n'y avait pas de responsable RH à l'époque, juste une gestionnaire de paye qui faisait l'administratif. Donc là, j'ai fait, vraiment, j'y suis resté 25 ans avec tout le parcours d'un responsable RH généraliste. Relations sociales, développement RH, j'ai tout mis en place. J'ai même créé mon équipe RH 2 fois. J'ai créé deux équipes RH et également une appétence forte sur la gestion de projet. Alors que ce soit en local et également en transverse, parce que j'ai rapidement aussi été dans un format hybride entre la Bretagne et puis Paris. J'ai connu la naissance du service RH central de Lise Aerospace, parce qu'à l'époque, au tout début, il n'y en avait pas. C'était le DAF qui pilotait les sujets RH. Et donc, rapidement, j'ai été mis à contribution sur des projets d'installation d'outils, de systèmes d'information RH, gestion de paie, gestion des temps. Et puis après, également donc, de la gestion des talents, avec 2 systèmes mis en place pendant cette période. Donc voilà, donc un parcours riche humainement, parce que Lise Aerospace à Saint-Brieuc, c'est vraiment une PME, et avec l'identité PME bretonne, un fort ancrage humain qu'on a également, que j'ai construit avec les différents directeurs. J'ai connu 7 directeurs pendant mon passage sur les 25 ans. Ah oui, quand même. 7 directeurs, ouais, je les ai comptés à un moment donné. Donc, à un moment donné, à chaque fois, il faut refaire le lien, le binôme qui va bien entre le directeur et puis le RH. Et plusieurs transformations à mon actif pendant cette période. Donc voilà, moi, je suis quelqu'un... T'as été comme 25 ans dans cette entreprise, ouais. Donc extrêmement engagé, extrêmement fidèle. Ouais. Des postes en Bretagne, des postes à Paris, des postes sur les deux. C'est un peu ça. En fin de compte, ouais, j'ai une période, j'étais solo. J'étais uniquement sur la première phase de mon parcours à Lise Aerospace. J'étais vraiment uniquement sur Saint-Brieuc. Et après, j'ai rapidement été moitié Saint-Brieuc, moitié Paris, mais pendant une quinzaine d'années. Ouais, donc c'est une vraie organisation. Une vraie organisation, ouais. Donc, organisation professionnelle et également personnelle. Parce que j'étais parti régulièrement toutes les semaines. Donc, voilà. Donc, avec, bien sûr, des rencontres, là, une richesse humaine de rencontres, voilà, assez large. À Paris, tu étais plus sur des projets SIRH que des projets purs RRH. Oui, exactement. Plutôt SI. OK. Également animation d'équipe métier. Donc, animation de l'équipe métier paye, gestion des temps France. Donc, il y avait une dizaine d'établissements. Et donc, j'ai géré pendant un certain nombre d'années l'animation de cette équipe avec la mise en place, par exemple, de parcours de formation pour donc rester je dirais, en veille paye. Donc, on a mis en place avec le cabinet Fidal à l'époque, donc un parcours 3-4 séances par an pour rester au niveau de l'actualité juridique liée à la paye. Et donc, on circulait sur tous les sites. Donc, on avait une vraie animation, une vraie émulation des équipes paye, gestion du temps, qui sont des populations qui ne sont pas forcément très visibles et très mises en avant. Donc voilà, en plus des systèmes de formation, des projets de systèmes de formation à mettre en place.
tout au long de cette période. Et durant ces 25 ans chez Lisier, est-ce qu'il y a une expérience marquante qui a un peu changé ta vision des ressources humaines, qui t'a vraiment marqué, qui t'a vraiment éclaté? Alors, parmi tout ce que tu as pu faire en 25 ans. Oui, j'ai fait pas mal de choses. Alors, qui m'a marqué, alors pas forcément dans le bon sens, c'était on a eu 2 plans de restructuration. Ok. Pendant le premier, c'était en 98-99, lié à une première crise automobile. Et donc là, on avait signé l'année précédente un accord GPEC. Ah, pourquoi automobile? Parce que vous étiez dans le monde de l'aérien. Ça, c'est la petite particularité du site de Saint-Brieuc. On faisait des pièces aéronautiques, mais pas que. Ah, ok. On faisait également des pièces pour la Formule 1. Ah, ok. Donc, ce qui fait que... Et nous, on était plutôt, à l'époque, plus Formule 1, nettement plus Formule 1. On était à 80%, 85% Formule 1 et 15% Et pour différents constructeurs connus, on va dire, dans le monde de la Formule 1, quoi. Ceux qui sont aujourd'hui, Ferrari, Mercedes, etc. D'accord. Tout le paddock, on livrait contre ces pièces. C'est intéressant de savoir qu'ils... En plus, moi, je suis passionné de Formule 1, mais tu vois, je savais pas ça. Je savais que ils ont des fournisseurs identiques, en fait. Oui. Ah oui, tout à fait, oui. Ouais. Mais quand ils viennent sur site, c'est un client unique. C'est-à-dire que même s'ils savent très bien qu'on travaille avec tout le paddock, quand ils viennent, c'est eux, c'est personne d'autre. D'accord. Donc c'était des relations un peu particulières. Et donc là, on était à 85% sur la Formule 1. Et donc la première crise. Et donc l'accord GPEC qu'on avait mis, GPEC, donc gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qu'on avait mis en place en 97, donc c'était assez novateur à l'époque, prévoyait la possibilité de mettre en place un plan de départ volontaire à l'époque. Et donc ça a été une première expérience de transformation RH assez importante, même majeure. Ah, je vais bien croire, ouais. Majeure, ça faisait à peu près 10 ans que j'étais là. Et donc, ça s'est bien passé globalement, parce qu'on avait aussi un climat social qu'on avait construit qui permettait de le faire aussi. Parce que transformation RH, il faut aussi être sur le terrain. Il faut faire beaucoup de off avec les représentants du personnel et avoir aussi des alliés dans l'usine. Donc, pour pouvoir passer les bons messages et que ça se passe le mieux possible, que ce soit dans les bons moments, mais également dans les moments plus difficiles, ce qui en était le cas. Et ça va quand même marquer humainement. Ouais. Techniquement, en fin de compte, je déroulais le truc, donc ça allait très bien. Donc, on avait fait une bonne négo avec les représentants de personnel qui permettait aux salariés qui voulaient s'inscrire dans le plan de départ volontaire de pouvoir rebondir, se reconvertir avec un cabinet, je peux le citer, c'était Catalyst à l'époque, qui est toujours sur la scène aujourd'hui. Et donc, mais humainement, ça a été compliqué. Comme je suis vraiment quelqu'un attaché à l'humain, et quelqu'un aussi qui aime bien travailler dans le collectif et rassembler et faire ensemble, ça a été une épreuve humaine, vraiment ma grande épreuve humaine, ma première grande épreuve humaine, pardon. L'incendie, c'était différent parce que j'avais vécu avant, parce que ça touchait pas directement les hommes, parce que c'était l'usine qui avait brûlé. Et on savait que de toute façon, ça allait repartir et que tout le monde allait repartir dans le bateau. Là, c'est différent. Il fallait séparer de personnes. Et donc, voilà. Donc, c'était très, très formateur, humainement. C'est pourtant dans la vie d'un RH un événement qui peut arriver. Qui peut arriver. On le sait quand on choisit ce métier que ça peut arriver. Ce côté-là peut débarquer effectivement d'un moment à l'autre selon la situation économique interne ou même la situation économique externe qui impacte l'entreprise. Donc voilà. Donc ça, tu l'as vécu. Ouais, ça c'était quelque chose de marquant pour toi. Oui, tout à fait. Ok. Autrement, des choses, je pense que des choses marquantes aussi. C'est vraiment cette animation que j'avais réussi à construire auprès de l'équipe métier paye et gestion des temps. Ça a duré une dizaine d'années. Donc, on a vraiment, j'ai vraiment eu plaisir à créer de l'émulation entre les personnes et créer du lien entre les sites aussi.
Et ce qu'on faisait, c'est que à la fin, on allait sur des différents sites et donc on apprenait aussi comment fonctionnait chaque site. Et les personnes ne restaient plus en vase clos, chacun dans leur site. Et ça amenait aussi de la communication derrière. C'est-à-dire que créer du lien entre eux pour que voilà, si j'ai un point technique sur de la paye, moi je connais pas, bah, je peux appeler un tel. Voilà. Et ça, c'est vraiment, je dirais, de la manière, ça, c'est ce qu'on appelle la transformation RH aussi, parce que même si c'est pas un site, c'est une population. On crée une émulation de population qui aujourd'hui perdure aussi aujourd'hui après mon départ. On va dire. Elle est toujours aujourd'hui active après j'ai pu la mettre en place. Quel regard tu portes sur, toi qui as beaucoup d'expérience en ressources humaines, sur l'évolution de la fonction RH depuis 25-30 ans? Quel regard? Est-ce que tu as un regard positif, un regard un peu plus négatif, un regard mitigé? J'ai un regard généralement plutôt positif. Moi, je suis plutôt positif et voilà que pessimiste. Je pense que voilà, moi j'ai une forte appétence envers les nouvelles générations. Ouais. Je trouve qu'ils s'en sortent bien malgré des contextes pas faciles. La différence avec aujourd'hui et hier, on pouvait avoir des parcours RH sans avoir eu une formation initiale RH. Oui, un socle initial. Un socle initial RH. Et on pouvait après, derrière, valider vers une VE, tout ça, une validation des acquis et des expériences. Aujourd'hui, il faut absolument avoir le socle. Sans quoi, c'est très compliqué d'être RH aujourd'hui. Hier, l'évolution, c'est beaucoup technologique. Il y a une évolution technologique forte et une évolution aussi des attentes. Les attentes des candidats, des personnes qui recherchent du travail, là, qui sont à la recherche des talents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Là où on en avait beaucoup moins avant, on trouve plus de proximité et moins de technologie. Alors, ça permettait plus de liens. Alors, je dis pas qu'aujourd'hui, il y a moins de liens, mais c'est différent. Donc, on passe beaucoup par le numérique. Il faut recréer d'autres liens. Et donc, moi, je suis plutôt optimiste sur les nouvelles générations parce qu'ils savent aussi ce qu'ils veulent. Ils sont aussi là moteurs pour changer aussi la façon de faire les ressources humaines et amener une révolution humaine dans les RH. Nous, on était plutôt en format plutôt bon soldat. Et voilà. Donc, moi, je suis plutôt optimiste sur l'évolution RH. Mais par contre, il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui. L'après-Covid, le Covid a accéléré beaucoup de choses avec des attentes fortes des nouvelles générations. Également, l'arrivée de l'IA aussi, l'intelligence artificielle qui bouscule pas mal de choses, pas uniquement en RH, mais en tout cas qui bouscule aussi la fonction RH, qui est un repositionnement de la fonction RH aussi par rapport à l'IA. Il y a également un positionnement à avoir qu'on n'avait pas, nous, par le passé, c'est un positionnement stratégique aussi. Il faut qu'on soit reconnu comme un acteur stratégique, au même titre que les achats, que la finance, que le commerce. Voilà, il faut que la fonction ressources humaines soit reconnue en tant que telle. Et c'est ça l'enjeu, je pense, de demain au niveau des RH. Ou même d'aujourd'hui. Déjà d'aujourd'hui, ouais. Déjà d'aujourd'hui. Quel est le déclic qui t'a poussé à quitter ce poste pour devenir aujourd'hui indépendant dans le monde du conseil RH? Le déclic, c'est la période Covid. Ouais. Voilà. Et le changement de positionnement des personnes, ça a été un accélérateur de changement. Et on l'a vécu aussi avec un deuxième plan de restructuration à l'époque. Il a fallu baisser la voilure, et donc on a fait un nouvel accord de départ volontaire. Et c'est cette rapidité entre la construction de ce deuxième plan de restructuration et le fait que, un an et demi, même pas 18 mois après, il a fallu repartir de plus belle, plein pot, et recruter X personnes. Voilà. Ça, tu l'as vécu. Ouais. Ça, je l'ai vécu. Ouais.
en mode schizophrène, parce finissait juste le plan de restructuration, on était à flot, et là, et voilà, et c'est reparti direct. L'aéronautique, on peut pas se passer d'avion. Ouais. Ben voilà, le jour où c'est reparti, mais de plein pot, donc a fallu rattraper le temps perdu à vitesse grand V. La difficulté, c'est qu'on l'a fait sans tenir compte de ce qui s'était passé pendant cette période. Essayer d'amener autre chose, de faire différemment, de manière voilà, plus humaine. Alors c'est vrai que c'est facile à dire, mais recréer du lien humain plus important que ce qu'on avait jusque-là, je trouvais. Et c'est ça qui m'a fait basculer de l'autre côté. Ok. J'ai switché. Okay. J'ai dit non, deux. Et je vois qu'en fin de compte, on n'a pas retenu ce qu'on a vécu, on n'a pas essayé d'amener un changement, une transformation RH qui permettrait de mieux faire ensemble, mieux vivre ensemble dans l'entreprise. Et je me suis dit, en fin de compte, on va les voir, on va essayer de faire autrement, mais à côté de l'entreprise. Et j'en ai aussi payé de ma personne, parce que j'ai fait un burn-out fin 2023. Ok. Voilà. Et ça a été le déclencheur, en fin de compte. Je pense que ça couvrait. On en a parlé, je crois, sur LinkedIn. Oui, j'ai fait. Ouais. Pourquoi c'est important pour toi d'en parler? Parce que c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui. Pas forcément que dans les RH. Non. Dans toutes les strates, que ce soit dirigeants et autres. Parce qu'aujourd'hui, être faible, avoir ces moments de faiblesse n'est pas encore accepté et bien vu dans les entreprises. En France, je pense qu'on est très fort pour guérir, mais on l'est un peu moins pour prévenir. Et c'est pour guérir, il y a tout derrière. Lorsque vous tombez, il y a du monde pour vous relever, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour prévenir et anticiper ce genre d'événements, en tout cas d'événements voilà, qui est de votre vie, professionnelle et personnelle, par contre, là, il y a pas grand-chose aujourd'hui. Et c'est les deux cumulés qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai dit non, je m'inscris plus là. Dans le projet, quoi. Plus de projet, j'ai plus de projection par rapport à ce que je faisais jusque-là. Et donc, on va le faire autrement. Alors, je le fais autrement et j'apprends depuis quelques mois à vivre autrement mes missions RH. Ok. Néanmoins, tu restes le même homme, donc avec ces valeurs que tu incarnes. C'est quoi aujourd'hui tes convictions personnelles? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait la différence entre Jean-François, le consultant, et puis n'importe qui d'autre RH qui est aussi consultant? C'est quoi tes points importants pour toi? Le point important, c'est le premier, c'est l'humain. C'est-à-dire que lorsque demain j'aurai des propositions, des offres à faire avec qui je vais travailler, faut qu'à un moment donné, il y ait une vraie relation de confiance et un engagement commun. C'est-à-dire que je peux pas m'inscrire juste, je fais pas du jetable. C'est-à-dire que lorsque je vais m'engager dans un projet auprès d'une entreprise, auprès de dirigeants, auprès de managers, c'est pour que ce soit durable et pour transmettre aussi de la compétence. C'est-à-dire que je suis pas juste là, je fais juste une action, je prends le tiroir caisse, je m'en vais et puis après vous vous débrouillez. Non, ce que je construis, c'est vraiment pour durer dans le temps. C'est un mode durable. Pour que on mobilise des talents pour des résultats durables, c'est-à-dire que j'accompagne aussi. C'est une forme de mentorat aussi. Je suis en fin de carrière, il me reste 4-5 ans à faire. J'apprends toujours et j'apprends aujourd'hui encore du monde de l'entrepreneuriat. Mais moi, ce que je veux, la différence, c'est vraiment faire ensemble, autrement et durablement. C'est ça vraiment mon leitmotiv. Et quand tu dis d'apprendre, alors moi je suis un sujet auquel je suis ultra convaincu et je suis convaincu que toi aussi, c'est qu'on apprend tout au long de la vie. C'est d'ailleurs on se doit de continuer à apprendre. C'est que le meilleur investissement qu'on puisse faire en tant qu'individu, c'est soi-même. C'est qu'il faut investir sur soi et se former. Toi récemment, tu t'es formé à Disque, je crois. J'ai vu ça aussi sur LinkedIn d'ailleurs. Tout à fait. Comme quoi, on va dire que je passe mes journées sur LinkedIn. C'est pas tout à fait vrai. J'y passe un peu de temps, mais pas toutes mes journées. Pourquoi tu as voulu suivre cette formation, ce module Disque, et qu'est-ce que ça t'apporte?
Moi, personnellement, c'est un apport personnel Ouais. pour de mieux se connaître aussi Ouais. sur son profil. Et comment on peut encore s'améliorer pour communiquer et échanger avec les autres profils. Voilà, on apprend tout le temps. Donc là, c'est déjà mieux se connaître et pouvoir dire quels sont encore mes leviers de progression, même si j'ai aujourd'hui 59 ans, et se dire, bon, bah, maintenant, je suis qui je suis et je ne bouge pas. Maintenant, comme tu disais, bah, il faut toujours évoluer, progresser pour être encore plus à même de répondre aussi aux besoins. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est Disque en 2 minutes Alors le pour les disque, gens qui nous écoutent? en fin de compte, c'est la possibilité. Donc c'est un outil qui permet d'analyser l'étude comportementale au travail Ouais. sous différentes, avec un certain nombre. Il y a un test qui se fait, et donc il y a un profil qui se dégage. Donc il y a quatre grands profils qui se dégagent. Et après, l'avantage de ça, c'est de dire voilà, il y a ce profil, vos points forts, c'est ça. Vos motivations, vos leviers de motivation, c'est ça, ça ou ça. C'est-à-dire, soit ça peut être les résultats, ça peut être l'aide aux autres, non, le soutien aux autres. Ça peut être, par contre, j'aime bien toutes les choses qui sont très bien faites, être la minutie. Et ça peut être aussi, voilà, comment dire, de travailler avec dans la bonne humeur, etc. Donc il y a différents profils qui se dégagent. Et donc, et après, derrière, il y a des axes de progrès qui sont proposés en fonction du profil qui se dégage de chaque personne. Ça peut se faire individuellement, ça peut se faire aussi en équipe. Et donc, ça permet d'avoir donc des pistes de progrès, et ça permet aussi individuel et également collectif. C'est-à-dire qu'on peut travailler aussi sur la cohésion d'équipe avec une meilleure connaissance de soi et des autres, et la meilleure connaissance, la possibilité de mieux communiquer avec les autres. C'est ça que ça. C'est là aussi les couleurs, hein, c'est ça. C'est les couleurs aussi. Ouais. Alors les couleurs dans le Everything Disc Ouais. sont pas, c'est pas identifié en couleur. Ouais, ok. C'est vraiment les profils. Il y a le profil S, le profil C, le profil le dominant, le D, D-I-S-C, donc dominant, c'est soutien, le I, j'ai oublié le nom, et puis le. Ok. Ah. Alors, aujourd'hui, tu accompagnes des organisations sur leur transformation. Est-ce que tu peux nous décrire une transformation RH majeure que tu as menée ou accompagnée ces dernières années? La dernière transformation RH que j'ai accompagnée, c'est la mise en place d'un système d'information RH, Ouais, ok. de gestion de talent. Ok. Donc, qui était menée. Alors, ça, c'est sur ma dernière année chez Lizzie, en fin de compte. Donc, c'était la mise en place. Alors, on peut citer le nom ou... Oui, tu peux, bien sûr. Ouais. C'était Workday. Ok. Voilà. Et donc, on a donc. Coucou Workday, hein, je vous enverrai mon Ouais. RIB pour le chèque. Merci. C'est ça. Je plaisante. Et donc, c'était la mise en place d'un système qui permettait de faire la gestion de talent sur un périmètre monde. Ok. Et j'étais sur la partie Europe. Donc, Europe, donc c'était France. Donc, on avait France, Grande-Bretagne, Turquie et Pologne. Et donc, j'y étais en tant que responsable responsable de projet. Et donc, mes missions, c'était de coordonner toute la mise en place de ce système sur périmètre, coordonner les liens, faire du lien entre les prestataires, les sites, et donc faire avancer tout ça. Et également et accompagner aussi les équipes RH sites pour la mise en place de ce nouveau système de gestion de talent. Quelles sont les erreurs à éviter lors d'une transformation RH? Alors, les erreurs à Je ne éviter... sais pas s'il y en a beaucoup. Et quelles sont les erreurs majeures qu'il faut éviter? Alors, la première, c'est d'aller trop vite. D'accord. Donc déjà, se poser, avoir un bon cahier des charges et se poser les bonnes questions pour dire mais quel est l'objectif de ce projet, que ce soit un système d'information RH ou autre. Première question, c'est pourquoi on le fait. Se poser, mais qu'est-ce qu'on va faire si on veut changer? Pourquoi on veut changer? Et comment on va le faire? Et dans ce cas-là, déconstruire vraiment le cahier des charges qui va bien. Trop souvent, on change pour changer. C'est-à-dire que
Voilà, il faut changer, là c'est la mode, il faut changer, donc on va mettre un système d'information RH. Mais en fin de compte, on ne sait pas lequel il faut. Et si en fin de compte, il nous en faut vraiment un. Alors surtout sur ce sujet où là, des SIRH, en plus, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, donc il faut choisir celui qui va bien. Donc la première erreur, souvent, c'est le cahier des charges n'est pas assez structuré. D'accord. Il n'est pas complet et on ne se pose pas forcément la bonne question de dire pourquoi je le fais et pourquoi je le fais et quel objectif je veux atteindre par rapport à cette transformation RH. Donc ça, c'est vraiment la première question à se poser. Et après aussi... Donc c'est prendre le temps avant de lancer les actions, de bien réfléchir au cahier des charges, pourquoi je veux y aller, c'est quoi l'objectif, les objectifs que je me fixe, etc. Donc ça, il faut que ce soit vraiment structuré, quoi. Il faut vraiment structuré. C'est vraiment c'est le positionnement, en fin de compte, du projet. C'est à un moment donné, est-ce que vraiment ce projet, c'est l'objectif, il est bon. Définir son projet et après, voilà, dès lors qu'on a défini l'objectif, bien définir le cahier des charges. Sans oublier, il y a une transformation dans la transformation. Parce que souvent, lorsqu'on lance une transformation RH, on garde les bonnes habitudes d'hier. Oui. Donc, il faut aussi accompagner ça. C'est-à-dire que ça va amener du changement. Que ce soit avec un outil ou pas un outil. Les habitudes de travail, mais il faut aussi accompagner, faire du change management pour accompagner les équipes à changer leurs habitudes de travail. Et ça, généralement, c'est aussi sous-estimé. Parce qu'on passe beaucoup de temps sur le principal, l'outil, entre autres, là, et peu de temps sur l'accompagnement des personnes, des équipes, lorsque la transformation va arriver. Donc, et ça, généralement, c'est pas souvent dans le cahier des charges. Et le troisième point aussi qui est important, c'est la mise à disposition des ressources. OK. Parce que là, souvent, on met le paquet sur vraiment l'objectif, donc, mais il faut aussi du monde pour piloter. Alors, bien sûr, les prestataires extérieurs, généralement, les budgets sont là, mais il faut aussi penser on a besoin aussi de relais, de personnes clés pour piloter et pour accompagner aussi le changement dans l'usine ou sur un périmètre plus grand. Et souvent là, ça, on l'anticipe pas. Donc l'anticipation de tout ça. On se retrouve souvent avec des personnes, ils font ça en plus de leur job. Oui, ok. Donc ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ouais. Ils n'ont pas le temps dédié à à piloter ce projet. Parce qu'on dit, non, on va faire comme ça va passer. Et puis, il n'y a pas besoin de prévoir des ressources supplémentaires pour que ces personnes-là qui sont identifiées comme des personnes clés dans le projet puissent accompagner ce projet comme il faut. Donc ça, c'est vraiment les points importants. Moi, je dirais, c'est un premier, déjà se poser la bonne question de l'objectif, faire le cahier des charges de manière exhaustive, sans oublier les ressources à mettre en place. Ok, ça c'est pour toi les 3 erreurs à éviter lors d'une transfo. Pour démarrer une transfo, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs à éviter pendant la transfo ? Alors, là, tu parles pour démarrer la transfo, mais pendant qu'on y est dans le quotidien, dans le... Alors, ce qu'on oublie, c'est la communication. Il ne faut pas oublier la communication. Ouais. Donc, de manière régulière aussi. Alors, quand tu dis communication, c'est vers les collaborateurs, vers l'équipe projet. Ouais. Il faut vraiment mettre du lien dans l'équipe projet. Et également, après, derrière, la communication vers soit c'est sur un site ou c'est sur une entité plus grande, aussi communiquer de manière régulière sur l'avancement du projet, les prochaines étapes, qu'est-ce que ça va amener comme changement, etc. Aussi questionner aussi les sites aussi, de faire faire de la communication descendante et ascendante aussi, pour créer ce lien aussi, pour amener le changement et la transformation au sein des équipes. Ouais, parce que de toute façon, ça va un peu stresser forcément une partie ou la totalité du personnel, enfin le moins possible, mais ça va en stresser une partie. Tout à fait. Quand tu parles d'implémenter un SIRH, alors je ne sais pas si c'était une implémentation ou même un changement de SIRH. C'est un changement. Un changement de SIRH. Les personnes qui sont utilisatrices du SIRH, elles se disent « Waouh, mon quotidien va bouger, va changer, etc. » Quel levier tu as utilisé pour favoriser l'adhésion de ces personnes ? En fin de compte, l'idée, c'est de les intégrer aussi au projet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va les questionner déjà sur leurs attentes. Donc, on leur fait une présentation du projet et on les questionne. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui, quelles sont vos craintes ?
Et quelles sont aussi vos attentes. Et on essaye de lever tout ça, c'est-à-dire les craintes. Bah oui, bah là, je faisais ça comme ça, demain, comment je vais faire avec cet outil-là? Et par contre, cet outil, il peut permettre de faire ça. Qu'est-ce que vous auriez comme attente, autre attente que par rapport à ce que vous aviez avant? Donc, c'est les amener aussi petit à petit à amener une réflexion différente dans là, demain, je peux faire autrement avec un autre outil. Donc, c'est vraiment les intégrer dans le. Donc, nous, on avait mis en place des ateliers de travail par région pour dire voilà, en France, on faisait des ateliers c'était sur par exemple les entretiens annuels. Il y avait un atelier entretien annuel, il y avait un atelier plutôt. C'était sur la partie finance, dire voilà, bonus, tout ça, variable, etc., etc. Et on faisait donc des ateliers différents. Donc, on faisait participer tous les sites, différents sites pour que l'ensemble de l'environnement a participé en fin de compte à ce changement. Et les gens qui participaient, c'était des volontaires ou c'était pas forcément des volontaires à la base? Pas forcément des volontaires. Donc il pouvait y avoir des gens qui étaient peut-être des fois un peu résistants, un peu voire réticents. Qu'on savait. Ouais. Mais c'est pour ça aussi, c'est intéressant. Il ne faut pas aller chercher des personnes qui sont déjà convaincues en faux dans un projet, mais aussi des personnes aussi qui sont plutôt réticentes ou qui ont beaucoup de questionnements sur le projet. Pourquoi on change? On est bien comme ça, il ne faut pas changer. On a toujours fait. Voilà, pourquoi on ferait différemment demain alors que ça fonctionne plus ou moins bien, mais ça fonctionne quand même. Donc c'est ce mélange de genres qui fait remonter en fin de compte qui fait la richesse aussi de l'événement, du changement. C'est-à-dire qu'on arrive à faire changer ces personnes-là. C'est des personnes qui avaient choisi le SIRH, pas forcément. Pas forcément. Donc le SIRH était choisi. Choisi, ouais. Voilà. Et après, il fallait l'implémenter. Exactement. Et qui correspondent le plus possible aux besoins. Au quotidien. Au quotidien, exactement. Ouais. Du RH. Est-ce que vous avez fait des erreurs quand même? Oui, on a fait des erreurs. Ouais, c'est quoi l'erreur là qui t'a marqué? Tu dis tiens, si je l'avais refaire, je le ferais pas ça. Je pense qu'on a fait l'erreur majeure qu'on a fait, et on se laissait dit à la fin, c'est qu'on a fait un copier-coller de ce qu'on avait avant et on a essayé d'intégrer de nouvel outil. Ah, ok. Pour ça, je disais, le cahier des charges, c'est aussi, il faut amener la transformation, il faut travailler aussi en parallèle avant l'implémentation sur nos pratiques. Ouais, vos usages, ouais. Les usages, je dirais ça, est-ce que je peux faire différemment? Oui, non. Et si je fais oui, il faut que je l'engage. La difficulté qu'on a vue, c'est que moi, il ne faut rien toucher. Donc, tout ce qu'on avait dans l'ancien outil, on va remettre comme ça. Sauf que l'outil, il dit non. Ça ne marche pas comme ça. De toute façon, si c'est ça, ça sert à quoi de changer d'outil? Voilà. À rien. C'est ça. Donc, d'où l'importance de la première question. Pourquoi je le fais? Et qu'est-ce que j'amène comme changement à côté du changement d'outil? Si je n'amène pas de changement en profondeur, une vraie transformation RH, et là, la transformation RH, ça a été vraiment, normalement, présente dans la mesure où il fallait aussi changer un certain nombre d'usages et de pratiques pour que cet outil qu'on avait choisi comme plus performant à la base que le précédent puisse donner pleine puissance, en fin de compte. Et on s'est retrouvé avec des choses où il a fallu faire des spécifiques pour rentrer ça dans la machine. Et spécifiques à l'Easy ou même site par site? L'Easy. Ouais, ok. Ouais. Pas site par site. Site par site, non. Non, pas jusque-là. Quand même. Ouais, parce qu'effectivement, souvent, il y a cette tendance-là à vouloir, moi, je vois mon truc à moi qui fait absolument ceci, absolument cela. Alors ça, on l'a vécu sur des environnements plus larges, plutôt Europe et US, voilà, des choses plutôt en Europe, on a plus une tendance à travailler d'une telle manière. Et aux US, non, ça, on ne fait pas ça comme ça. Et c'est aussi c'est culturel aussi. Donc ça, par contre, il a fallu aussi travailler ça. Donc aux États-Unis, les entretiens annuels, c'est comme ça. Et en Europe, c'est plutôt comme ça. Donc il a fallu aussi travailler là-dessus. Ok. Alors aujourd'hui, à l'ère, en plus, tu en as parlé, à l'ère de l'IA, je pense que là, les changements vont être majeurs parce que je pense que si on choisit de changer là, si on parlait de l'exemple que tu citais de SIRH, aujourd'hui, des SIRH qui ont implémenté de l'IA, il y en a de plus en plus. Alors, il y a un petit peu de tout, parce qu'il y a à boire et à manger, mais néanmoins, il faut des fois repenser aussi ses process RH. Parce que l'outil peut amener à faire repenser sa manière de fonctionner, etc. Même si l'outil ne fait pas tout, c'est quand même, ça peut jouer, quoi. Tout à fait, parce qu'on a des habitudes de travail. Donc, avant l'IA, on fait nos tableaux Excel, tout ça. Et puis, il faut demain intégrer l'IA. Enfin, je pense qu'il faut repenser
faut repenser autrement nos manières de travailler en intégrant l'IA. Alors, la difficulté, c'est par quel bout on le prend. Et par quoi on commence et qui nous accompagne pour le faire. Aujourd'hui, c'est la difficulté de l'intelligence artificielle. Elle est présente. Donc, à un moment donné, il faut la prendre quelque part. Toi, tu t'y intéresses là aujourd'hui ? Je m'y intéresse, oui. Après, c'est pas aujourd'hui quelque chose que je maîtrise beaucoup. Okay. Mais donc, je lis beaucoup de choses dessus. En tout cas, et donc, j'interagis avec d'autres personnes sur LinkedIn pour avoir une vision précise en RH, qu'est-ce que ça sera demain, les enjeux RH aujourd'hui en tout cas déjà. Les enjeux RH avec l'IA. C'est vraiment important de le prendre en considération et comment dire, de bien l'assimiler et de s'approprier. Je pense qu'il ne faut pas subir l'IA, il faut s'approprier. Et comme tu disais, il faut aussi amener un changement dans ces pratiques. Et ça sera indispensable pour que... l'IA, c'est un outil puissant qui permet de faciliter le travail. Mais encore faut-il savoir comment mettre en place Oui, puis il y a deux IA. Il y a l'IA générative, OK. Mais il y a l'IA qui va être les agents IA par exemple qui peuvent être liés au métier, etc. Et c'est pas tout à fait le même niveau et les mêmes enjeux. Ouais, le premier niveau, c'est de savoir faire un prompt, utiliser ChatGPT ou un autre, peu importe. Mais là, il y a déjà du travail parce que tout le monde le fait pas. Avant d'aller effectivement plus loin sur ça remet en question pas forcément mon job, mais ma manière de faire mon job et de quelle manière ça peut m'apporter. Et comment est-ce que toi t'adaptes, tu vois, dans ton quotidien maintenant de consultant, l'accompagnement à la taille, la culture, la maturité de l'entreprise? Est-ce que c'est des éléments qui sont importants pour toi pour bien définir effectivement l'accompagnement que tu vas proposer? Moi, je suis plus à un format. Moi, j'ai deux axes. C'est l'axe accompagnement de petites entreprises, PME, et TPE, PME, petites entreprises et moyennes entreprises. Là, c'est vraiment de l'accompagnement durable. Ça peut être, par exemple, la mise en place d'un processus d'entretien annuel. Oui. Un processus d'intégration. Voilà, parce que souvent, aujourd'hui, on parle beaucoup de recrutement et de désengagement des talents. Donc là, c'est vraiment faire de l'accompagnement sur le terrain avec l'équipe en place pour construire ensemble quelque chose de durable. Donc ça, c'est le premier côté, la première piste, l'axe que je mets. Et le deuxième axe, c'est plus la gestion de projet sur des périmètres, des entreprises plus larges, plus grandes. De par mon expérience, je peux être en capacité d'amener de la gestion de projet, faire de la gestion de projet sur des transformations RH. Est-ce que ta méthodologie va être différente selon la taille de l'entreprise Non, pas spécialement, non. Non. Dans méthodo, non. La méthodo, c'est toujours la même. C'est à un moment donné, on se positionne. Après, on engage les équipes, on engage tout le monde pour que ça soit le plus efficace possible. Après, donc, on a dans un format de performance, donc on adapte, on ajuste tout ça pour que ça soit efficace. Et après, on structure dans la mesure où il faut aussi que ce soit durable. Donc, on va dans un format d'amélioration continue. Mais on ne laisse pas les clés du camion sans avoir formé, accompagné, faire du mentorat auprès des équipes. Donc, que ce soit dans des petites entreprises, dans des PME ou encore des grandes entreprises, ça va être la même démarche. OK. Est-ce qu'il y a des indicateurs à privilégier pour mesurer l'impact d'une transformation RH ? Est-ce qu'il y a des indicateurs un peu standards qu'on peut retrouver partout ou est-ce que c'est des indicateurs qui sont plutôt spécifiques au projet, à ton avis ? Généralement, c'est des projets spécifiques, c'est des indicateurs spécifiques, pardon, au projet. Ça peut être aussi le nombre d'erreurs, par exemple le nombre d'erreurs faites lors de sa mise en place pour identifier aussi le temps de réalisation de correction pour qu'on puisse adapter et ajuster les erreurs, les transformer donc, et les corriger. Ça peut être aussi également, le nombre de retours négatifs sur l'application. Voilà, parce qu'il y a
parce qu'il y a beaucoup de demandes, d'ajustements et autres après sa mise en place. Et puis voilà, il y en a pas. En fin de compte, c'est vraiment très propre à chaque projet, je crois. Est-ce qu'il n'y aura pas un indicateur un peu générique de, je sais pas, de mesure de la satisfaction des collaborateurs, des managers, etc., avant, après? Est-ce que ça, c'est des choses que tu vois? Je vois pas beaucoup ça, en fin de Non. compte. Je pense que c'est pas encore très présent d'avoir. Alors nous, c'est vrai que nous, on fait des enquêtes, mais plutôt en format qualité de vie au travail, Oui. tout ça, mais très peu sur les outils, sur les RH qui répondent bien, en fin de compte, Oui. à nos attentes et tout. Ça, je vois très très peu. Moi, je l'ai pas vécu moi perso Ok. dans mes expériences. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose? Ah. Un sujet qu'on n'a pas abordé sur ton histoire RH, la transformation RH. Sinon, t'inquiète, j'ai d'autres questions. Hein. Non, je vois pas trop du coup là. Ok. Comment tu vois évoluer la fonction RH, toi? Toi qui a de l'expérience, qui l'a vu grandir, qui l'a vu changer radicalement. C'est quoi les conseils que tu donnerais, toi, à un jeune RH, par exemple, au Jean-François qui sortirait d'une école RH? Et quels conseils tu donnerais à un Jean-François plus jeune? Déjà, de bien s'entourer. Ouais. Déjà, moi, c'est vrai que j'ai commencé et j'étais tout seul. Et donc, je me disais, si tout seul, c'est mieux, parce qu'on avance plus vite. Et donc, le premier conseil, c'est de bien s'entourer de ses pairs. Et également, apprendre, et toujours apprendre, toujours être en veille technologique, mais veille aussi professionnelle. Ouais. Et pouvoir partager, parce qu'on est souvent pris par le quotidien, et avoir de l'ouverture. Donc aller voir ce qui se passe chez les autres, que ce soit même si c'est des concurrents et tout, c'est créer en fin de compte une communauté RH pour être plus à l'aise sur un certain nombre de sujets et pouvoir grandir un peu plus vite. Parce que, et par exemple, on prend le sujet de l'IA aujourd'hui, si on reste tout seul dans son coin, c'est pas jouable. Non, c'est pas jouable. C'est pas jouable du tout. Ouais, le conseil que je pourrais donner, moi, déjà, c'est à tout le monde, c'est à tous les RH qui nous écoutent. C'est de suivre le MOOC IARH de Youno, hein, qui est vraiment très très bien fait, qui est gratuit, qui est vraiment extrêmement bien fait, qui donne tout le socle de base, en fait, de l'IA pour adapter à la fonction RH. Voilà, je pense que c'est important, effectivement. Je te rejoins sur ce que tu dis. Je partage, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de sujets quand on est RH. Et on peut vite se noyer. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention à ça. Vas-y. Moi, je compare souvent le RH à un médecin généraliste. Donc, il a le même parcours. Hein. C'est en RH, on est RH généraliste. Et puis, le médecin généraliste, il a multi-compétences. Et à un moment donné, il a un sujet spécifique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à un spécialiste. À un moment donné aussi, il ne faut pas avoir peur, ni entre guillemets honte, dire je ne sais pas. Je ne sais pas faire, je vais demander à quelqu'un qui sait. Et ça aussi, ça permet aussi de te faire grandir et éviter quelques erreurs des fois qu'on peut être amené à faire lorsqu'on reste tout seul dans sa posture RH. Dire moi je suis RH, je sais. Ouais, ça c'est des choses que j'ai vécues moi quand j'étais patron d'un cabinet de recrutement avec un manager, un dirigeant qui nous avait sollicité pour une chasse. Et sa collaboratrice des RH, au départ, elle nous dit mais moi je voulais pas signer avec vous et tout. J'ai dit mais pourquoi vous voulez pas signer avec nous? Vous nous aimez pas ou vous travaillez avec un autre cabinet? Bon après c'est la vie. Hein. Et non en fait elle me dit mais moi j'ai honte que ce soit un cabinet qui trouve à ma place. Mais je dis en fait mais on se comprend pas parce qu'en fait nous on n'est pas là pour vous remplacer. On est là juste là pour vous aider justement et on va travailler avec vous pour vous valoriser et faire en sorte que ce soit gagnant-gagnant. Nous, on a intérêt, bien sûr, à trouver, votre entreprise a intérêt, mais vous aussi, plutôt que de rester X mois à galérer, à sourcer, parce que le profil était compliqué, et puis que cette femme, elle avait 15 choses à gérer à côté, et principalement en droit social, en plus, en relations sociales. Et ça lui permettait, effectivement, et donc, tu vois, on a fait la mission, ça s'est bien passé, et avec le débrief, elle a bien compris qu'effectivement, elle, ça lui permettait de prendre du recul et de se focusser
sur des sujets qu'elle voulait pas déléguer, comme les relations sociales et qui étaient vraiment importants pour elle. Ouais. Et puis de se dire, le recrutement, le sourcing, c'est pas mon job. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça n'empêche pas que tu restes DRH, en fait. Exactement. Et nous, on te remplace pas en tant que DRH. On vient te donner un coup de main précis sur un sujet précis. Et oui, il faut savoir s'entourer. Et tu vois, moi, je suis dirigeant aujourd'hui. Je m'entoure, quoi. Je peux pas être sur tous les sujets d'un dirigeant. C'est juste impossible. S'il faut que demain je fasse mon bilan comptable, mais j'ai autre chose à faire, quoi. Oui. Voilà, il y a des gens pour ça. Alors oui, c'est un coût, mais il y a des gens pour ça. Mais ça me coûte moins cher que de le donner à un expert comptable que d'essayer de le faire moi-même, où je vais mettre 10 fois plus de temps, je vais faire 20 fois plus de bêtises. Ça n'a aucun sens, en fait. Tu prenais l'exemple du recrutement, c'est clair. À un moment donné, on avait sur des profils très techniques, sur des bureaux de méthode, des bureaux d'études, tout ça, on se cassait les dents dessus à faire tout seul. Le jour au lendemain, j'ai pris la décision de dire, en fin de compte, non, faut qu'on arrête, parce que c'est qui, en fin de compte, il faut penser aussi aux clients internes. Dire, dans l'usine, tu dis, ouais, mais okay, c'est bien de faire tout seul, mais en fin de compte, ça n'avance pas. Donc, comme tu disais, on a pris un cabinet, et puis voilà, mais il faut l'accepter. Oui, ça, c'est clair. Tu as parlé de la veille. Comment tu fais ta veille pro, toi, du coup? Moi, ma veille pro, je la fais pas mal sur les réseaux. Ok. Voilà. Donc, je suis abonné à des revues, voilà. Sur LinkedIn, il y a beaucoup de, comment on appelle ça? Parce que je sais pas des newsletters. Des newsletters, voilà. Ouais. Et donc, il y a des sites aussi également RH qui sont dans la prédiction aussi, dans la prédiction des tendances RH et tout. Ouais. Donc, je suis. Il y a des gens que tu nous conseilles de suivre? Par exemple, c'est Parlons RH. Ouais. Voilà. Moi, je les trouve très pertinents. Parlons RH, oui, géré par Thomas Chardin. Oui, exactement. C'est lui que je suis en priorité, ouais. Ouais, ok. Ouais, qui amène beaucoup de contenu intéressant. Ouais, exactement. Il y a des podcasts que tu écoutes à part le mien? Si tu écoutes le mien. Oui, si, j'écoute le tien. Là, c'est le temps qui me manque plus que l'envie, on va dire. Mais autrement, j'ai pas de podcast comme ça qui me vient à l'esprit tout de suite comme ça. Ouais. Donc, c'est intéressant le temps. Ouais. Alors perso, je pense que c'est une fausse excuse. Parce qu'en fait, on trouve toujours le temps. Après, je suis d'accord avec toi que nos journées font 24 heures et qu'on a tous que 24 heures à y consacrer. Moi, tu vois, j'écoute beaucoup de podcasts. Je profite de mes moments, tu vois, mes moments de transport, quand je vais marcher, quand je vais courir, etc. J'ai du mal à écouter un podcast posé derrière mon ordi au bureau, tu vois. J'ai pas le temps, quoi. Enfin, franchement, de faire ça. Donc, il y a des semaines, j'ai du temps selon les déplacements, puis il y a des semaines, j'ai moins le temps, tu vois. Je vais faire un aller-retour à Vannes cette semaine. Bon, je vais avoir, on va dire, 4 heures de route aller-retour pour le faire. Donc, ça va me permettre d'écouter 2, 3, 4 podcasts, tu vois. Donc, ça me permet d'avancer. Mais je trouve qu'on arrive toujours à trouver, à trouver le temps. Si on a besoin de te contacter, comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, moi, j'ai mon profil LinkedIn. Jean-François Le Soir, je mettrai de toute façon le lien. Autrement, j'ai une adresse. Donc, on peut prendre rendez-vous aussi sur mon profil LinkedIn. Ah oui, t'as mis un. Ah, j'ai pas vu. Un rendez-vous, ouais. Prendre rendez-vous. Cool. Okay. Donc, pour un premier échange, en fonction de ce que vous avez besoin, ou d'un premier échange pour clarifier un peu le besoin. Et sinon, j'ai un numéro de téléphone, autrement. Voilà. Vas-y, dis. Alors 07 89 63 14 00. Ok. Voilà. Donc, soit rendez-vous sur le profil ou par téléphone. Voilà. Et comme tu le dis, c'est une rencontre bretonne. Exactement. RH 100% humain et 0% prise de tête. Exactement, pas de prise de tête. Ouais. Et puis voilà. Donc si vous avez le moindre sujet RH à mettre en place dans votre TPE, PME ou plus grande entreprise. Exactement. Voilà, vous avez la chance d'avoir Jean-François qui a une très belle expérience RH, qui a beaucoup de vécu, beaucoup de choses à transmettre et qui peut vous accompagner. Un grand merci Jean-François pour ce temps, pour être venu jusqu'ici. Et puis je te souhaite une excellente continuation. Merci Florent pour l'invitation. Merci, à bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité.
À bientôt.